Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et de trucs. Et ça fait au moins 3000 ans qu'on n'a pas parlé d'animation et aujourd'hui on va même pas parler de manga. Enfin presque, c'est un peu pareil finalement. Aujourd'hui on va parler d'un webtoon, The Boxer. The Boxer est un webtoon écrit et dessiné par Jeong Jin-hoon, qui est aussi l'auteur du fantastique webtoon Horizon. J'ai fait un menu manga dessus, va le voir parce qu'Horizon c'est incroyable. The Boxer est publié depuis 2020 sur la plateforme de Webtoon de Naver, au rythme d'un épisode par semaine. Au moment où l'on tourne cette vidéo, il y a plus de 80 épisodes qui sont tous dispo gratuitement, légalement et en français sur l'appli et le site Webtoon, et ça, c'est chouette. Et c'est à peu près tout ce qui semble avoir à dire autour de l'auteur et de l'œuvre. Voilà. Anecdote, Jeong Jin-hoon partage son nom avec un célèbre acteur et chanteur coréen, connu sous le nom de Rain. N'est-ce pas palpitant ? Mais de quoi est-ce que ça parle? Bon, pour faire un exposé clair de ce dont parle The Boxer, je vais être obligé de te spoiler plus ou moins les 10-15 premiers épisodes. Parce que je suis obligé, tu vas comprendre. Au début de l'histoire, on suit Baek Sanryu, un lycéen qui s'avère être un petit prodige de la boxe lycéenne, qui est repéré par le coach légendaire de la boxe, K, qui a déjà formé plusieurs champions du monde et qui voit en Baek un futur champion. Mais Baek est aussi un incommensurable connard, qui profite de sa force pour martyriser les autres élèves, et tout particulièrement le gentil petit Injae. Injae est lui fils de boxeur pro qui n'a jamais vraiment brillé, mais qu'importe, Injae admire son père et rêve lui aussi de devenir boxeur. Problème, il ne parvient pas à trouver le courage de se dresser contre Baek Sanryu. C'est là qu'apparaît un autre personnage. Yu, un grand dadé taciturne et d'apparence kakoshim. Kakoshim ? Oui, enfin, valétudinaire si tu préfères. Ah, ouais, je vois, ouais. Yu sympathise avec Injae et ça ne plaît pas à Baek-san. Du coup, Baek-san et ses potes commencent à s'en prendre à Yu. Sauf que Yu, il s'en bat les couilles, il n'a pas peur d'eux. Il ne se défend même pas, et pire, il s'ennuie pendant qu'il se fait taper dessus. Injae décide un jour de se battre pour défendre son pote, et après une performance honorable, il se fait quand même éclater par Baek. C'est là que Yu, d'un coup d'un seul, décide lui aussi de se battre. Et Yu en fait, c'est un putain de surhomme. Non seulement il esquive tout parce qu'il ressent la densité du temps différemment, mais en plus il a une force de malade. Du coup, Baek le prodige, ça devient sa pute, il le soulève en deux. Et du coup, c'est Yu qui se fait recruter par le coach K. À partir de là, on pourrait s'attendre à une espèce de webtoon sur une histoire de rivalité adolescente sous fond de boxe lycéenne, comme dans n'importe quelle autre histoire qui commencerait comme ça en fait. Sauf que non. Ce n'est pas du tout le délire. À partir de là, Yu va direct devenir professionnel et va, accompagné de K, partir à la conquête de chaque catégorie de poids les unes après les autres. En gros, c'est ça l'histoire. Et ce webtoon est putainement génial. Et tu te demandes très certainement pourquoi. Eh ben, je vais te le dire. Oui. Bon, déjà, il va falloir que je t'explique le concept à partir du moment où Yu devient boxeur professionnel. Le gars, en fait, il gagne quasiment tous ses combats, voire tous ses combats, en un seul coup. Et il ne s'est jamais pris un seul coup durant ses combats. Bon, et là, tu te dis très certainement, ouais, en fait, le gars, c'est un espèce de One Punch Man de la boxe, de Saitama de la boxe, hein. Le mec est tout puissant, il défonce tout le monde. Bon, ok, on a déjà vu ça, je vois pas en quoi c'est ouf. Sauf que non, c'est un autre délire. Alors effectivement, on pourrait dire que c'est un genre de One Punch Man, sauf que c'est un genre de One Punch Man premier degré. Et là, les plus assidus de la chaîne vont sans doute se souvenir de mon menu manga sur Solo Leveling, auquel je reprochais justement d'avoir un délire assez similaire à One Punch Man, mais justement premier degré. Alors pourquoi dans Solo Leveling je trouvais ça pas très stimulant et un peu fastoche, et pourquoi je trouve ça vachement intéressant dans The Boxer? Eh ben je vais t'expliquer. Dans Solo Leveling, le côté One Punch Man sérieux est un peu chiant parce que selon moi, il ne semble pas servir un propos particulier. On suit le gars cheaté qui devient de plus en plus cheaté, et on veut juste le voir devenir de plus en plus cheaté. C'est fun à suivre, les bastons sont cool, mais en soi, j'ai l'impression que ça ne raconte pas grand chose. Mais c'est très fun à lire, on va pas se mentir. Dans The Boxer, la surpuissance de Yu et l'univers de la boxe sont là pour illustrer un propos, une réflexion autour de différents sujets. Du genre, c'est quoi la force? Ça veut dire quoi être fort? Pourquoi est-ce qu'on veut être fort? Etc. Alors oui, je sais, dit comme ça peut être des sujets qui peuvent paraître un petit peu trivial, parce que finalement on connaît déjà plein de mangas qui abordent ce sujet. Dragon Ball, d'une certaine façon, ça parle un petit peu de ça aussi. Baki, ça parle carrément de ça, et plein d'autres mangas. Ce que j'aime dans The Boxer, c'est sa manière d'aborder le sujet. Souvent dans les mangas du genre qui parlent de boxe, de combat ou de sport, on idéalise un petit peu la quête de puissance, la quête de force. D'habitude dans les histoires de ce genre, et notamment dans les shonen neketsuesques, devenir plus fort, devenir plus puissant, ça va te permettre de protéger tes amis, de sauver le monde, de réaliser tes rêves. Bref,
Devenir plus puissant, devenir plus fort, équivaut à être plus heureux. Et bien, dans The Boxer, j'ai l'impression que justement on essaye de prendre le contre-pied de ça. Être plus fort, être le plus puissant, accomplir une quête de puissance ne te rend pas forcément plus heureux. Approche que The Boxer a en commun avec One Punch Man, parce que finalement Saitama tout puissant qu'il est, il reste malheureux, parce qu'il ne trouve aucun adversaire à sa taille. La différence, c'est que One Punch Man, c'est une satire, et que The Boxer, c'est un drame. Comme je le disais plus tôt, dans la première partie de la série, on suit trois personnages très différents qui représentent chacun une vision de la force. Baek incarne le fort, Injae incarne le faible et Yu incarne le surhomme. Baek est convaincu d'être un surhomme, du coup il croit que ça lui octroie le droit de dominer les autres, et quand il tombe sur Yu, un vrai surhomme, il se rend compte finalement que ce n'est qu'un humain comme les autres, et peut-être même qu'il est beaucoup plus faible qu'il ne le pensait. Sa faiblesse n'étant pas physique mais morale, psychologique. Sans spoiler, sa défaite face à Yu va réellement le détruire. À côté, en opposition, il y a Injae, qui est convaincu d'être faible et physiquement, effectivement, il n'a rien de ouf, mais il va se découvrir une force de l'esprit incroyable en osant affronter ses bourreaux. Et là-dessus, il va se révéler bien plus fort que Baek. C'est là qu'on en vient à Yu, le surhomme. Alors attention, ici, quand j'emploie le terme surhomme, je parle pas du concept philosophique du surhomme, je te parle du surhomme au terme physique, c'est-à-dire que physiquement, tu es un surhomme, tu es supérieur aux humains lambda. Hein, je parle pas du surhumain, par exemple, qu'on peut voir chez Nietzsche, par exemple, hein, chez tonton Fredo, voilà, chez le poteau. Oui, je te parle pas d'être un gigachad, c'est pas de ça que je parle. D'accord? Parce que, selon Nietzsche, si j'ai bien compris le concept, ce qui n'est pas sûr du tout, le surhomme, ce serait un humain qui aurait réussi à dépasser sa condition d'humain en cherchant toujours à se dépasser moralement, spirituellement et physiquement, et aussi qui aurait réussi à dépasser totalement le nihilisme. Bon, et pour nihilisme, c'est pareil, hein, c'est sous réserve que j'ai bien compris ce que ça voulait dire. En gros, le nihilisme, pour la faire courte, et toujours si j'ai bien compris, c'est quand, en fait, tu crois en rien et que tu trouves que rien n'a de sens. La société n'a pas de sens, l'éducation n'a pas de sens, la religion n'a pas de sens, la nature n'a pas de sens, rien n'a de sens, en fait. Voilà. Et du coup, tu rejettes un peu tout ça. Voilà, c'est un peu ça, le nihilisme. Tu rejettes ou au pire, tu t'en fous. C'est pareil. Du coup, Yu, il a beau avoir des capacités physiques surhumaines, il est clairement dans le nihilisme. Il vit totalement en dehors des normes sociales. Il n'a pas de parents, il vit reclus, seul, il ne possède quasiment rien. Même quand il devient millionnaire, il ne s'achète rien. On n'est pas sûr qu'il s'attache vraiment aux gens. Il ne désire rien, ne comprend rien et ne s'intéresse à rien. Bon, garde ça dans un coin de ta tête, on va y revenir. Comment il vient d'exploser en 2-2 l'un des meilleurs boxeurs du monde et qu'on lui demande, en fait, il était fort le gars? Et il répond tout simplement, non. Oui. Le truc intéressant, c'est, si je me souviens bien, la seule personne qu'il a considérée comme étant forte, c'est Injae. Pourtant, il ne l'a jamais affronté, et on peut être certain que si cela arrivait, Injae se ferait défoncer comme Jaja. Mais il le considère quand même comme quelqu'un de fort. La question, c'est pourquoi ? Pour tenter de répondre à cette question, on va devoir un petit peu analyser tous les combats de Yu dans la deuxième partie du manga. Et t'inquiète pas, je spoil rien de précis, on va parler en globalité. Oui. Dans The Boxer, vu qu'on sait Yu invincible, les 3/4 du temps à chaque arc, on s'intéresse davantage à son adversaire qu'à lui. On a le droit aux origines de l'adversaire, à ses entraînements, on nous détaille sa technique et surtout ses motivations et les efforts colossaux qu'il fournit pour devenir plus fort que Yu. Et à chaque fois, malgré tout ça, l'adversaire se retrouve absolument impuissant face à Yu. Et très souvent, à la fin des combats, les gars, ils mettent quasiment fin à leur carrière en fait, parce qu'ils comprennent, ils finissent par comprendre que finalement, ils n'arriveront jamais à dépasser le plafond vert qui les sépare de Yu, qui les sépare du surhomme. Et la mise en scène, le découpage fait tout pour faire passer Yu pour une espèce de croque-mitaine, comme si c'était LE méchant de l'histoire. Parce qu'il arrive et brise en une fraction de seconde des années d'efforts et d'abnégation de ses adversaires. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu dans les commentaires du webtoon et dans les différentes critiques que j'ai vues sur le net à ce sujet. Et je suis pas vraiment d'accord avec ça, je pense qu'en réalité c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe que ça. Selon moi, en réalité, Yu sauve ses adversaires. Et là tu vas me dire, En fait, t'es en train de me dire que le mec qui fracasse absolument tous les espoirs et les rêves des gens, c'est un genre de sauveur. C'est exactement ce que je suis en train de dire et je pense que dans quelques instants, je saurai te convaincre du bien fondé de ma réflexion. Tu te souviens qu'on a évoqué le fait que Yu était un surhomme et on a aussi évoqué le fait que Yu était nihiliste.
Yu vit dans le dénuement et la solitude la plus totale. Il est motivé par rien, habité par rien. Il n'éprouve ni joie ni peine, seulement un profond ennui. Il n'a aucun appétit pour la vie. Et s'il est comme ça, c'est peut-être parce que justement, il est un surhomme. Il est déjà meilleur que tout le monde et peut tout obtenir super facilement malgré le fait qu'il ne possède et ne désire rien. Tout ce qui représente un rêve, un défi, une occasion de briller, de se dépasser pour le commun des mortels, ne représente rien pour lui. Sa condition de surhomme le condamne à la solitude, parce que soit les gens vont l'idolâtrer comme un dieu, soit ils vont le craindre comme un monstre, et dans les deux cas, absolument personne ne peut le comprendre. Et ses adversaires veulent le battre pour devenir à leur tour des surhommes. Et la série nous dit que finalement être un surhomme, en fait, c'est pas si cool. Quand Yu les empêche de devenir des surhommes, il les sauve, il leur fait comprendre que ce n'est pas là la voie du bonheur. D'ailleurs, après leur défaite, les adversaires de Yu ne sont pas tristes ou rancuniers, ils sont reconnaissants parce que Yu, en les éclatant, leur a permis de comprendre ce qu'il y avait de réellement important pour eux dans leur vie. Les gars veulent quitter leur humanité, et Yu leur fait au contraire l'embrasser de nouveau. Après leur combat face à Yu, ils n'en deviennent que plus humains. Convaincu ? Ouais, convaincu. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec le blondinet? Eh ben c'est justement là qu'on en revient à Injae, ou Injae, je sais pas. Injae est l'un des rares boxeurs que Yu a croisé qui ne cherche pas à devenir un surhomme. Pour Injae, l'important ce n'est pas de gagner, c'est de se relever toujours une fois de plus. Le gars ne semble pas habité par la volonté de gagner, mais par la volonté de ne pas perdre. Parce que pour lui, qui est faible, la vie c'est de ne pas perdre. Il ne cherche pas à dominer qui que ce soit, il veut s'améliorer lui-même, pour être capable de se relever une fois de plus face à la vie. Le gars est habité par une envie de vivre incroyable, et quand Yu voit ça, il fait « mais oui, c'est ça que je veux en fait, j'aimerais bien trouver cette même force, cette même envie de vivre ». Voilà, c'est pour ça que selon moi il considère Injae comme étant quelqu'un de fort. Ou pas, peut-être que j'ai absolument rien compris au webtoon, mais dans tous les cas, c'est super intéressant, ça me passionne. Oui. The Boxer, c'est aussi bien évidemment un dessin, et si tu connais l'auteur et que tu as lu The Horizon, tu t'attends à t'en prendre plein la tronche, et tu vas en prendre plein la tronche. Attention cependant, j'explicite ma sentence. Le trait de Jung Jin-hoon en soi n'a rien d'extraordinaire, il n'a pas la technicité pure et impressionnante d'un Boichi ou d'un Miura, esthétiquement il n'y a rien de fou. La force de Jung Jin-hoon est dans l'intention, dans l'expressivité de son dessin, son style ultra épuré. De pommes de terre. Ouais, pardon. Non mais en fait, là, ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas fait de blague, tu vois. J'avais peur qu'on perde un peu les débiles en cours de route. Désolé. Son style est ultra épuré, c'est un style qui va direct à l'essentiel. Il dessine ce qu'il a besoin de dessiner, et il le fait bien. J'aime aussi beaucoup sa façon d'esthétiser la violence. Alors on n'est pas sur de la violence gore avec du sang partout, ni sur de la violence spectacle un peu vulgaire. Non, on est sur autre chose. On est plus sur quelque chose de sensoriel. Visuellement, ce n'est pas violent, mais on ressent la violence. Exemple, quand Yu met une droite à quelqu'un en pleine poire, Jung Jin-hoon ne dessine pas un giga impact sanguinolent. Non, il gomme une partie du visage. Là où doit se trouver un visage, il n'y a plus qu'un vide. Il veut nous faire ressentir ce que sent celui qui mange le coup, l'impression de se faire arracher le visage. Alors je ne sais pas si c'est le seul ou le premier à faire ça, mais je trouve l'idée géniale et super impactante. À chaque fois que je vois un coup comme ça dans le webtoon, j'ai un petit frisson en mode « oh ça doit niquer ». Alors il esthétise sa violence et ses scènes d'action, mais il esthétise aussi sa narration et sa mise en scène. Nous n'avons pas ici de volonté particulière de proposer forcément un découpage cinématographique. Il ne dessine pas forcément ce qu'il veut montrer, mais ce qu'il veut nous faire ressentir, nous faire comprendre. Par exemple, il y a un personnage qui apparaît de temps en temps. On ne sait pas qui c'est exactement, si ce n'est qu'il s'appelle J. Et le gars est dessiné constamment, irradiant de lumière. On ne sait pas qui c'est ni ce qu'il veut, mais direct on a une impression de bonté, de chaleur et de sagesse dès qu'on le voit. On ne le connaît pas encore et pourtant on saisit le truc. Et des idées comme ça, il y en a plein tout au long de la série. Ensuite, Webtoon oblige, il utilise le défilement vertical pour donner du rythme et de l'intensité à ce qui se passe dans le truc. Et c'est plutôt très bien fait. Ensuite, Jung Jin-hoon exploite vraiment le format Webtoon parfois en rajoutant même des bandes son aux épisodes. Alors c'est-à-dire que quand tu lances un épisode de The Boxer, des fois t'as une musique, tu peux activer une musique qui se joue en fond pendant ta lecture. Alors moi il paraît que c'est un truc qui est très répandu dans le webtoon, moi je l'ai très rarement croisé, et à vrai dire, à la base, sur le concept, je suis pas fan du procédé. Parce que clairement, pour moi, à la base, si tu as besoin de rajouter de la musique par-dessus ta BD pour réussir à faire ressentir une émotion, transmettre une émotion, ça veut dire que tu as clairement échoué à le faire uniquement à travers ton dessin et ta mise en scène. Donc du coup, ça faisait un peu cache-misère. Mais là, en l'occurrence, on m'a démontré avec ce webtoon que ça pouvait être fait aussi quand
c'était bien fait, quand il y avait un bon découpage, une bonne mise en scène et que l'émotion passait, rajouter de la musique derrière, en fait ça sublimait un petit peu l'expérience. Du coup je suis plutôt convaincu finalement par le procédé, sous réserve que tout suit en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et du coup, ça nous permet d'aborder la question de la légitimité du format Webtoon, parce qu'il y a plein de gens qui ont du mal avec le format Webtoon. Mais c'est pas le sujet, c'est pas la question. J'ai déjà entendu des gens reprocher au format Webtoon de ne pas être comme le format manga papier entre guillemets. Comme on est plus limité en termes d'espace, on pense seulement à la lecture en termes de verticalité, et que c'est un peu étriqué, qu'on étouffe, et qu'en plus, vu comment c'est produit à la chaîne, les dessins sont forcément moins travaillés que dans les mangas ou manhwa classiques. Et ce n'est pas totalement faux, mais le but du webtoon n'a jamais été d'émuler l'expérience de lecture d'un manga sur smartphone. Non, le but du webtoon, c'est de proposer une autre expérience de lecture. Une autre expérience, une autre approche de la bande dessinée. Alors attention, je ne dis pas qu'elle est moins bien, ou même qu'elle est meilleure, c'est pas le sujet. Je dis juste qu'elle est différente, parce qu'en vrai, dans les deux formats, il y a des avantages et des inconvénients. Du coup, avec un webtoon, on peut expérimenter des choses qu'on ne pourra jamais faire avec le format manga ou manhwa papier, comme par exemple rajouter de la musique à des épisodes, et il y en a même qui rajoutent de l'animation. Du coup, ça légitimise totalement l'existence du webtoon. Je dirais même plus, non seulement le webtoon est légitime, mais en plus, il est surtout nécessaire pour faire évoluer la bande dessinée, l'art séquentiel en général. Oui. Et aussi, on peut poser la question de la pertinence d'imprimer des webtoons en format papier, parce que finalement, une fois que le webtoon est sur le papier, ça devient un manga ou un manhwa comme un autre. Finalement, ce n'est plus tout à fait la même expérience de lecture, ça devient une autre expérience de lecture. Tant bien même les dessins et l'histoire sont toujours la même, l'expérience est fondamentalement différente. Mais c'est un autre sujet que nous évoquerons peut-être à l'avenir, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon aparté a duré suffisamment longtemps, il est temps de conclure. A l'instar de The Horizon, The Boxer est plus qu'une histoire, c'est une véritable expérience artistique, philosophique et sensorielle, qui une fois de plus donne au webtoon de vraies lettres de noblesse. Parce que le webtoon, ce n'est pas que des comédies romantiques à l'eau de rose ou de l'heroic fantasy en mode RPG. Et attention, je suis pas en train de dire que c'est pas bien et que je n'aime pas ça, moi j'aime beaucoup ça, c'est stylé. Mais ça prouve qu'on peut faire une autre proposition de bande dessinée avec ce format-là. Et ça c'est cool. Jung Jin-hoon fait partie des auteurs à suivre, parce qu'avec Tatsuki Fujimoto, je sens que le gars va nous pondre classique sur classique, et j'ai envie de pouvoir dire dans 10 ans, j'y étais, j'ai tout vu, et c'était incroyable. Ouais. Et que la passion vous guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.